Chag à toutes et à tous, nous sommes au cœur de la nuit, de cette nuit de Shavuot, et c'est le moment de se réveiller un petit peu plus encore, parce que nous attend une table ronde absolument extraordinaire sur un thème vérité des sciences ou vérité transcendante, avec de magnifiques invités, Myriam Revaud-Dallon, qui est philosophe, Arnold Munich, qui est pédiatre et généticien, et puis Delphine Orviller, qui est rabbin et essayiste, philosophe. Je présenterai chacun un petit peu plus complètement tout à l'heure, mais donc le grand sujet, vérité des sciences et vérité transcendante, beaucoup de nos intervenants ont déjà parlé, abordé, suivant des activités différentes, cette notion de la vérité. Vrai, beau, bien, ce sont des grandes idées un peu régulatrices qui sont évidemment très difficiles à définir. Il en existe un petit peu comme l'arc-en-ciel, certainement des couleurs différentes. Et de la même façon que la lumière ne peut pas se voir en elle-même, mais qu'elle donne à voir, peut-être que la seule façon d'aborder de la manière dont la lumière se rend visible, c'est à travers l'arc-en-ciel. Et donc à travers certaines couleurs particulières, donc forcément partielles, que peut-être on peut récupérer quelques petites étincelles sur cette notion en particulier de vérité qui nous intéresse. Alors c'est exactement la question que nous allons poser à nos invités, certainement dans chacun de leurs domaines, plutôt la science, plutôt le rabbinat, plutôt la philosophie, encore que ce soit des domaines difficiles à définir de manière étroite, mais il y a certainement des manières de faire fonctionner cette vérité de manière différente, de l'activer, de la rechercher de manière différente, et c'est ce que nous allons donc interroger ce soir avec trois grands moments de cette table ronde. Tout d'abord, je demanderai très simplement à chacun de nos invités la manière dont ils mobilisent cette question de la vérité à travers leur champ d'activité particulier. Ensuite, il y aura un deuxième temps, peut-être plus lié à l'actualité, ça a été traité par certains de nos intervenants précédemment, sur la question, sur la notion de post-vérité, de fake news. Effectivement, on vit une époque bizarre, étrange, où certains semblent s'accommoder d'une vérité contrefactuelle, peut-être même que la vérité ne serait plus importante selon certains, seule importerait la persuasion. Donc on interrogera à savoir si c'est quelque chose de toute éternité qui a existé. On sait que dans la philosophie, les rhétoriciens se sont opposés aux philosophes, mais est-ce qu'il s'agit de quelque chose de nouveau ou pas? Et puis un troisième temps de notre table ronde reviendra à cette situation unique que nous sommes en train de vivre au cœur de la nuit, cette nuit de Shavuot, où il s'agit de la donation d'un texte. On a souligné, notre intervenant précédent, Jean-Claude Idam, a encore rappelé combien Torah Temet, ce sont des choses que l'on répète complaisamment à longueur de journée. Eh bien, c'est pas forcément évident, mais en tout cas, c'est ce que voudrait nous faire croire cette donation d'un texte de vérité. Et alors, donc, à l'aune de ce qui aura été dit tout au long de cette table ronde, eh bien, on réinterrogera à nouveau frais cette idée de la donation d'un texte soi-disant de vérité. Alors, je vais poser la question à chacun de nos intervenants, justement, sur la manière dont ils mobilisent, chacun dans son domaine, cette notion de la vérité. Je vais peut-être commencer avec vous, chère Myriam Revaud-Dallon. Vous êtes philosophe universitaire, professeur émérite de l'EPHE, de l'École pratique des hautes études. Vous avez été directrice de programme au Collège international de philosophie de nombreuses années. Vous collaborez régulièrement à la revue Esprit. Vous avez présidé la commission philosophie, psychanalyse, sciences religieuses au Centre national du livre, et vous êtes d'une manière générale au sein de la philosophie plutôt spécialiste de philosophie politique. Vous avez beaucoup interrogé aussi les notions liées à la modernité, peut-être en écho, en tout cas c'est une philosophe que vous citez volontiers, Hannah Arendt, ces notions d'autorité, cette notion de crise de la culture, et ça s'entend à travers, alors je ne vais pas citer tous vos ouvrages, mais certainement à travers un ouvrage en particulier, peut-être parmi deux des ouvrages les plus récents, Le miroir et la scène, ce que peut la représentation politique. Vous avez interrogé beaucoup cette idée de la vérité en politique, qui ne peut pas être la même sans doute que celle des sciences, la possibilité du mensonge aussi, et puis peut-être plus encore, allez-vous mobiliser ces pensées ce soir dans le débat, la faiblesse du vrai, ce que la post-vérité fait à notre monde commun. C'est le livre que vous avez publié en 2018, donc très très récemment. Donc une première question avec peut-être deux aspects. D'abord, alors c'est vrai que la vérité est un objet de la philosophie, un objet explicite, donc comment vous abordez
cette partie de la philosophie en elle-même, mais comment aussi dans votre activité de philosophe, vous faites appel à la vérité comme un idéal peut-être régulateur de votre activité. Ça, ce serait le premier aspect. Et puis, comment vous, à l'aune de la manière dont vous pratiquez cette vérité, que vous inspire cette partie du titre, la vérité transcendante, peut-être en opposition à ce que vous aurez dit, ou en tout cas en complément. Et donc, je poserai plus ou moins ces questions à chacun d'entre nous, mais dans un premier 5 minutes, essayer de développer déjà cette question. Alors, je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si on... Alors, je voudrais partir, comment dire, au fond d'une phrase pour expliciter un petit peu ce que je pense de la vérité, ou de l'approche philosophique de la vérité. Je voudrais partir de la phrase de Kafka, qui d'ailleurs a été, je crois, utilisée dans votre argumentaire, qui dans une lettre à Milena, et que moi-même j'avais mise en exergue de mon livre sur la faiblesse du vrai. Kafka a écrit « Il est difficile de dire la vérité car il n'y en a qu'une, mais elle est vivante et elle a par conséquent un visage changeant. » Alors c'est une formule apparemment très paradoxale, puisque à la fois la vérité est une, mais elle a un visage changeant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est au fond ça que je voudrais essayer de développer et qui est, selon moi, à la fois la position de la philosophie et celle qui, je dirais, oriente et régule mon travail. Je pense que, et c'est la position que je vais soutenir, que la recherche de la vérité et que la référence au vrai soit une norme fondamentale, pas seulement une norme de l'échange des savoirs, mais la norme de la possibilité d'un monde commun, ne rentre pas en contradiction avec l'idée qu'il y a des approches spécifiques de la vérité, qu'il y a, comme on dit, des régimes de vérité, j'utilise aussi ce que vous avez dit, l'argumentaire, qui pourtant ne réduisent absolument pas la vérité au relativisme des opinions. C'est-à-dire à chacun sa vérité, qui est une formule absurde. Donc, dire qu'il existe des régimes de vérité, c'est-à-dire des modes de production, les modes d'appréhension, les modes de construction de la vérité, ne rentre pas du tout en contradiction avec cette première idée qu'il y a une référence absolument primordiale ou une exigence du vrai. Et je pense que si la question de la vérité est effectivement au cœur de toutes les interrogations philosophiques, on ne peut pas absolument pas en faire l'économie, ça ne signifie absolument pas qu'il est facile d'en donner une définition. Je ne veux pas ici refaire l'histoire des théories de la vérité dans l'histoire de la philosophie, mais par exemple la problématique originelle de la vérité dans la métaphysique occidentale. Je prends l'exemple de Platon. La vérité, c'est le discours sur l'être au-delà des apparences. C'est la vérité de l'intelligible par opposition au sensible. Eh bien, cette position n'est ni une évidence naturelle, ni un fondement immuable. Pourquoi ? Parce que la vérité, elle relève aussi du discours, et pas simplement du rapport à la réalité. Elle relève aussi du discours, et en philosophie, elle est soumise à des critères logiques, l'évidence, enfin la cohérence essentiellement, le principe de non-contradiction. Je ne peux pas à la fois dire une chose et son contraire, et on parle alors de la vérité d'un discours cohérent. Donc on peut dire que la vérité, déjà, elle a un double critère, un critère, je dirais, ontologique, c'est-à-dire elle renvoie à la problématique de l'être, est vrai ce qui correspond au réel, et un deuxième critère que j'appellerais un critère épistémologique, c'est-à-dire relatif à la cohérence, à la rigueur de la connaissance. Et les rapports entre les deux sont loin d'être simples, puisqu'il y a eu énormément de discussions dans l'histoire de la philosophie
Par exemple, on a parlé de Kant tout à l'heure, mais Kant pose quand même la question fondamentale, la critique kantienne pose la question fondamentale de la possibilité d'accéder au vrai. Et il réfute à la fois ce qu'il considère comme étant le dogmatisme, c'est-à-dire la supposition ou le présupposé ou le postulat qu'on arrive à la connaissance du vrai, ou le scepticisme, qui est le doute par rapport à la possibilité d'arriver au vrai. Donc on parle aussi, je vais essayer de balayer un petit peu toutes les difficultés qui traversent les problématiques philosophiques. On parle aussi d'une vérité qui est universelle en tant qu'elle s'oppose à l'opinion, parce que l'opinion est toujours particulière. On dit que la vérité qui est considérée du point de vue de la connaissance s'oppose à l'erreur, qu'elle s'oppose à l'illusion, et l'illusion est différente de l'erreur, parce que l'illusion persiste, même quand elle a été expliquée, parce qu'elle a un rapport avec le désir, et que la vérité a aussi un sens pratique. Par exemple, la véracité et la vérité, ce n'est pas tout à fait la même chose. La véracité désigne le fait de dire le vrai par opposition au mensonge. Bon, je pourrais encore compliquer énormément les choses, multiplier les registres de l'analyse, interroger toutes ces notions connexes que sont l'évidence, la certitude. On peut dire aussi que la vérité à découvrir peut être cachée, mais pas nécessairement cachée au sens de révéler, et que la question est de savoir, au fond, si on possède la vérité, ou bien si elle est soumise à une recherche ou à une épreuve permanente. Donc, ma position, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le souci de la vérité a pu et peut s'énoncer de multiples façons, antagonistes, plus ou moins savantes, mais que la philosophie, et a fortiori le travail philosophique, ne remet pas en question, je dirais, le caractère vital de la référence au vrai. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire, le problème n'étant pas celui du contenu, mais celui de la référence au vrai. Je prends des exemples, même quand la valeur absolue de la vérité a été frontalement contestée par ces trois grands penseurs qu'on appelle les philosophes du soupçon, qui sont Marx, Nietzsche et Freud. Bon. Eh bien, toutes ces remises en question n'abolissaient pas la valeur de la vérité. Par exemple, quand Freud remet en question la vérité d'un sujet qui serait totalement maître de lui-même, comme si le sujet et la conscience c'était la même chose, quand Marx dénonce les illusions des errements de la conscience fausse, avec le concept d'aliénation, eh bien, il s'agit dans ces questionnements non pas de démanteler ou de démolir l'idée de vérité, il s'agit fondamentalement de s'en prendre aux illusions pour déchiffrer ce qu'elles recouvrent. Et on peut dire que c'est au nom de la force du vrai que ces critiques ou ces tentatives de démystification ont été émises. Donc il y a une exigence fondamentale qui est, d'ailleurs c'est une difficulté, comment éviter d'un côté le dogmatisme d'une vérité qui est inébranlable, qui est arrêtée, et de l'autre le relativisme absolu qui prétend se passer d'une norme universelle, à chacun sa vérité. Et je voudrais ici, sur ce premier point, après je passerai très vite à la transcendance. Oui, sur la transcendance, finalement, on en parlera finalement à la fin. Non, mais je peux aussi en dire un mot. Voilà. Oui, très rapidement, parce qu'on va écouter chacun. Et donc, bon, voilà. Et donc, justement, par rapport à tout cela, j'ai eu un problème dont je vous avais parlé, sur l'expression même de vérité transcendante. Et moi, j'aurais préféré, si on veut garder le mot de transcendance,
en essayant de réfléchir dessus, je préférerais parler d'une transcendance du vrai, et non pas d'une vérité transcendante, c'est-à-dire non pas de quelque chose qui s'impose comme une vérité immuable, indépendamment des circonstances, mais je parlerai d'une transcendance du vrai comme d'une exigence normative et de la nécessité de reconnaître la primauté, la préséance de cette exigence sur nos opinions personnelles, sur nos habitudes, nos intérêts. Et on peut dire qu'en ce sens-là, elle nous transcenderait, mais pas au sens d'une vérité surplombante. Et elle ne consisterait pas, disons, à s'imposer, à dominer, comme on le croit trop souvent, mais à permettre aux hommes de partager, je dirais, un monde commun. Voilà. Merci, chère Myriam Rabaud-Dallon. Sans nul doute, on reviendra sur cette notion sur cette belle inversion d'une vérité transcendance ou d'une transcendance de la vérité. J'aimerais vous demander un petit peu le même genre de questions, évidemment forcément différentes. Cher Arnold Munich, alors vous êtes pédiatre et généticien, vous avez consacré toute votre vie à la recherche d'identifier les gènes responsables de handicaps neurologiques. Vous avez réussi à identifier une cinquantaine de gènes responsables de nombreuses maladies et vous avez tenté de lier effectivement toutes les recherches liées à la pédiatrie, à la génétique moléculaire. Vous avez créé un service, service de département de génétique à l'hôpital Necker des enfants malades. Vous avez créé aussi un lieu tout à fait unique, Imagine, où sont réunis différents services qui auparavant étaient peut-être dispersés dans différentes unités. Une unité de recherche de l'INSERM consacrée à l'identification des gènes, un service de génétique clinique, donc au service des maladies, et puis un service de génétique moléculaire aussi pré- et post-natal au service des patients et de leurs familles, avec une fonction de conseil très très importante, donc un lieu tout à fait unique et novateur depuis maintenant de longues années. Alors, on imagine que votre domaine de référence, c'est plutôt la vérité scientifique. Donc, on aimerait savoir effectivement quel type de vérité, quel régime de vérité vous mobilisez dans votre activité. Peut-être aussi, une question intéressante dans ce domaine, c'est la notion de progrès. Est-ce que vous associez, vous, la notion de progrès à la vérité? Et puis, je dirais qu'avec le contexte actuel du Covid, on a vu combien la vérité scientifique, censée être plutôt univoque, encore, je suis sûr que vous défendrez une idée différente, mais pouvait être contestée. Enfin, même la vérité scientifique s'est retrouvée au cœur de débats, de controverses, voire de théories complotistes tout à fait étonnantes qu'on n'attendait pas forcément à cet endroit. Donc, comment vous fonctionnez avec la vérité dans votre activité? Merci Yann, je trouve que vous avez présenté le sujet d'une manière qui simplifie le travail, parce qu'effectivement, c'est une vérité dont il va être fait un usage diagnostique ou thérapeutique. Donc, quand on parle de diagnostic et de soins, on s'attend à ce que la vérité soit solide, fixe. En fait, comme vous l'avez dit, madame, elle a un visage changeant. Alors, quand il est fait un usage pour son prochain d'une connaissance, et que cette connaissance change en cours de route, croyez-moi, c'est pas commode. Et effectivement, il n'y a pas que des progrès, il y a aussi des régressions. Et on en voit de multiples exemples, en particulier dans le domaine de la science dont vous avez parlé, la virologie, la pandémie, mais aussi dans le domaine auquel je suis confronté. Donc pour nous, la vérité comme l'erreur sont de l'ordre du jugement, à un instant donné. Il y a une question de temporalité. C'est l'adéquation entre un jugement et une réalité dont il est supposé rendre compte. Alors, pour le scientifique, très rapidement, je tiendrai les 5 minutes, la notion de vrai n'a pas de dimension morale ou esthétique. Le vrai n'est pas synonyme de bien, le faux n'est pas synonyme de mal. On peut avoir une réponse négative en science et c'est un résultat. C'est faux, je rejette l'hypothèse, c'est faux. C'est une hypothèse qui est fausse, elle est rejetée. Alors, c'est plus facile de rejeter une hypothèse que de la confirmer, de la démontrer. Mais dans toute cette affaire, le scientifique, il s'oppose aux croyants ou à l'opinion dont vous parliez, ou à la doxa, parce que on n'est pas dans le camp de ceux qui assènent des vérités ou qui se considèrent comme détenteurs de la vérité, parce que ceux-là, comme dit Platon, ils s'interdisent l'accès à la connaissance. Alors, pour arriver à
affirmer une vérité, le scientifique, il a une supériorité par rapport à d'autres domaines de la connaissance, c'est qu'il a la possibilité d'apporter des démonstrations. En physique, en chimie, en biologie, eh bien, on peut appuyer, ce qui n'est pas donné à tout le monde, notre argumentation sur une démonstration, une justification. Et c'est ça qui fait, au fond, la robustesse de la science. Mais elle est changeante, vous l'avez dit, et il faut arriver à stabiliser une connaissance au moment d'en faire un usage. Et effectivement, pour le scientifique, on n'oppose pas rigoureusement le vrai au faux, parce qu'entre le vrai et le faux, il y a un monde gigantesque d'incertitudes. Donc il n'y a pas le vrai et le faux. Il y a un petit peu de vrai, un petit peu de choses qu'on rejette, et puis il y a une immense zone grise d'incertitude, de doute. C'est pas grave, sauf quand on en fait un usage de cette connaissance instable, changeante. Et le problème du praticien que je suis, confronté à des vérités changeantes, c'est de protéger, de faire preuve du principe de précaution, nativot zeirut, principe d'action, mais aussi principe de précaution, et on est confronté au quotidien à cette notion que on peut faire du mal en voulant faire du bien, sur une connaissance qui est instable. Et c'est là que les notions de bien et de mal, et de vrai et de faux se rejoignent d'une certaine manière, puisque, comme dit Camus, le mal qui est dans le monde vient toujours de l'ignorance. Donc, effectivement, réduire l'ignorance, c'est au fond combattre le mal, d'une certaine manière. Alors, tout ce que je vous raconte là, si j'en parle avec passion et avec une certaine émotion, c'est que, effectivement, dans le domaine qui est le mien, qui est celui du diagnostic, la prévention des maladies génétiques de l'adulte, de l'enfant, des cancers génétiques, des maladies neurodégénératives génétiques ou des maladies pédiatriques en génétique, eh ben, on est confronté à cette lecture abusive des connaissances aujourd'hui. On fait dire au génome plus qu'il ne peut dire, beaucoup plus. Alors, c'est vrai en diagnostic prénatal, catastrophe, interruption de grossesse à tort, poursuite de grossesse à tort. C'est vrai aussi dans le diagnostic présymptomatique, quand on raconte n'importe quoi aux gens. Encore plus dans ce qu'on appelle la médecine prédictive, qui est une épouvantable expression. Pratiquement, il n'y a aucune... Le génome ne peut rien dire de l'ordre de la prédiction, pratiquement rien. Il y a quelques caractéristiques génétiques qui sont toujours pathologiques, mais il y a un très grand nombre de variations dont on n'est pas sûr. On appelle ça des VUS dans notre jargon, pour Variants of Unknown Significance. Donc il y a des variantes de signification inconnues qui sont utilisées à des fins thérapeutiques. Imaginez-vous que la moitié des femmes américaines qui ont subi des mastectomies bilatérales pour cancer, amputation définitive, délabrante s'il en est, sur la base de variations qui ont été dites pathogènes, pathologiques, ont été ensuite démenties. Donc 50% des femmes se font amputer les seins sur des variations qui ne sont pas certaines, ou dont on découvre après qu'elles sont tolérables, ou tolérées. Donc par conséquent, on est dans une situation où on fait de cette connaissance un usage qui est probablement abusif, et tout le travail du scientifique, c'est de faire la preuve qu'il est capable de maîtriser sa machine. Et dire « je sais que je ne sais pas ». Je ne sais pas, disait tout à l'heure Delphine. Je devrais écrire sur mon t-shirt, comme vous, je ne sais pas. Mais reconnaître ou faire accepter qu'on ne sait pas, c'est intolérable aujourd'hui par la société. La société s'imagine que la science peut et doit tout surmonter. Je crois que j'ai passé 5 minutes. Non, vous avez encore quelques secondes. Juste pour vous dire que moi, je trouve que c'est très bien de consacrer la soirée de Shavuot à l'étude, parce que la seule riposte, c'est travailler. C'est de travailler la Torah, parce que ce n'est pas une rente. La Torah ne nous a pas été donnée comme un endowment qui rapporte de l'argent. Il faut la travailler pour la comprendre. Et nous aussi, on doit la travailler pour la comprendre, cette science, pour la maîtriser, pour éviter qu'il en soit fait un usage pervers. Et au fond, étudier la Torah ou étudier notre science et revenir en permanence sur nos outils, avoir le courage de dire je ne sais pas, ou je suis allé trop loin, ou il faut venir retourner en arrière. Ben, il faut beaucoup d'autorité, beaucoup de courage. Merci Arnold Munich.
Je me tourne maintenant vers le rabbin Delphine Horviller. Cher Delphine Horviller, vous avez un long parcours avant d'être rabbin. Finalement, vous avez traversé différents régimes de vérité, justement. Des études de médecine, donc un régime de vérité plutôt scientifique. Ensuite, journalisme. Vous avez travaillé à France 2. Vous avez été au bureau de Jérusalem et à New York aussi pour RCJ. Et puis, vous avez bien sûr intégré les études rabbiniques au Hebrew Union College. Donc, voilà, différents régimes de vérité avant de devenir rabbin en poste au MJLF, devenu bien sûr Judaïsme en mouvement depuis en 2008. Vous êtes également directrice de publication de Ténoua, et puis vous êtes philosophe et essayiste avec de nombreux livres bien connus, Sexe, transmission et identité dans le judaïsme, plus récemment Réflexion sur la question antisémite, Comprendre le monde aussi, et puis tout récemment Vivre avec nos morts, traité de consolation. Alors la question est la même. Avec quel type de vérité traite le rabbin, en quelque sorte, Torah Temet, qu'est-ce qu'on en fait de cette Torah supposée être de vérité, mais aussi comment, en tant que rabbin, qui est une position d'autorité, quelle est la vérité relationnelle qu'on peut avoir avec les personnes que l'on est amené à fréquenter. On représente une autorité, et en même temps, il y a ce lien sans cesse changeant avec les situations aussi changeantes. Donc, de quelle vérité on traite quand on est rabbin, et puis sous quel régime de vérité on essaye de se mettre dans son travail de rabbin. Et puis sur la question de la transcendance, je pense qu'on aura l'occasion de revenir, mais voilà, toutes ces vérités, comment vous les accommodez dans votre vie? Merci, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Une joie d'être là. D'abord, un petit mot, je rebondis sur ce que vient de dire Arnold sur mon t-shirt. Je ne sais pas, parce que vous êtes voilà, on en parlait juste avant le début de cette conférence. Il y a une production de t-shirts en cours, je pense. Voilà, si ça intéresse des gens. Il se trouve mais c'est totalement lié à la question que le rabbin Boissière me pose, c'est que bien entendu, dans la fonction rabbinique, vous en doutez, on est très souvent amené à vivre, et je me tourne vers le psychanalyste qui est encore à nos côtés, on vit quelque chose qui est de l'ordre d'un phénomène de transfert ou de contre-transfert. Bien évidemment, les gens se tournent souvent vers le rabbin en s'imaginant que lui sait et que lui détient la vérité et le savoir. Et j'ai trouvé dans un magasin, il n'y a pas très longtemps, un t-shirt sur lequel il y a écrit « Je ne sais pas ». Et je le porte très régulièrement. Et les gens me posent une question et il m'arrive de faire je ne sais pas. Et donc assumer, effectivement, comme on vient de le dire, une posture parfois de non-savoir qui est un élément important. En fait, on modèle quelque chose aussi, parfois d'une certaine sagesse quand on dit je ne sais pas, me semble-t-il. Alors je vais commencer peut-être mon propos comme ça en disant que je ne sais pas si je vais être capable là de parler, d'ailleurs d'abord parce qu'il est très très tard, mais de la vérité qui est effectivement un concept extrêmement difficile à penser. Alors moi j'ai un truc particulier quand j'ai du mal à penser quelque chose. Mon réflexe naturel, mais je pense que Yann tu as le même que moi, c'est de passer par l'hébreu toujours, parce qu'en fait ce voyage par une autre langue est très souvent ce qui permet de penser. En français il y a une expression malheureuse, on dit quand on ne comprend pas quelque chose, on dit ah, pour moi c'est de l'hébreu. Pour dire qu'on ne comprend pas, mais moi, en fait, souvent, ce qui m'aide à comprendre les choses, c'est quand je m'autorise un voyage par l'hébreu ou par une autre langue, parfois aussi par l'anglais ou par une autre langue, parce qu'on comprend souvent mieux sa langue maternelle quand on est capable d'abord de traduire autrement. Donc c'est vrai que quand moi, j'essaie de penser la vérité, je pense bien sûr à ce mot qui a déjà été beaucoup exploré ce soir, la question de Emet, qu'on répète si souvent dans la liturgie. On considère que Emet, vous le savez, c'est un des noms de Dieu. Un des noms de Dieu, un de ses attributs. Mais qu'est-ce qu'on dit quand on dit que Emet, c'est un des noms de Dieu? Ça sous-entend quelque chose de paradoxal. C'est que si c'est le nom de Dieu, eh ben, ce n'est pas le nôtre. C'est-à-dire que s'il appartient à Dieu et qu'il est un attribut du divin, ça veut bien dire que ce n'est pas un attribut de l'humain. Et qu'en fait, quelque chose de Emet, de cette vérité, nous échappe. Encore faudrait-il savoir si Emet est vraiment la traduction, doit se traduire par vérité. Le rabbin Marc-Alain Wacklin le disait tout à l'heure, quand on cherche dans le dictionnaire hébraïque l'étymologie de Emet, on tombe sur la racine Amen. En fait, un mot qui est beaucoup plus connu d'ailleurs en français. Amen, on pense, ainsi soit-il, mais en fait, Amen et Emet en hébreu, c'est la même racine, et ça a quelque chose à voir, pas vraiment avec la vérité, mais avec la stabilité. En fait, quand on dit Amen, en fait, on suggère
que la parole de l'autre s'inscrit dans de la fiabilité. En fait, c'est une notion de confiance. Donc en hébreu, la vérité, c'est toujours une notion de confiance, de fiabilité, de fidélité, de confiance existentielle. Le rabbin Waklin l'expliquerait très très bien tout à l'heure. Et puis, nos sages adorent, vous le savez, décomposer les mots. Et alors, ils nous disent, Emet, c'est extraordinaire, c'est composé de 3 lettres, Aleph, Mem, Taf, et tiens, comme par hasard, c'est la première lettre de l'alphabet, Aleph, Mem, la lettre du milieu, et Taf, la dernière lettre. Donc quand on écrit en hébreu Emet, en fait, on construit dans l'alphabet hébraïque un trépied. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, les 3 piliers de l'alphabet, si on considère que l'alphabet c'est un monde, eh bien, Emet, la vérité, c'est ce qui soutient le monde. Alors là, c'est une interprétation possible des sages. Après, il y a des sages un peu plus lacaniens, comme ça, qui vont couper les mots en valises, en façon comme ça, comme si c'était des mots composites et valises, et ils nous disent, Emet, en fait, c'est 2 mots collés, M, Aleph, Mem, qui est en fait la mère, la matrice, c'est-à-dire l'origine de la vie, le lieu des origines, et Met, Mem Taf, qui est la mort, le sépulcre. Donc quand on écrit Emet, on écrit la matrice des origines et la fin de la vie. Donc la vérité, c'est ce qui nous emmène du début à la fin. Donc d'une certaine manière, c'est le divin qui nous enveloppe d'une manière assez particulière dans le temps, ou dans la fiabilité, ou dans les valeurs. Voilà, on peut l'interpréter de plein de manières. Maintenant, la question qui nous est posée ce soir, c'est bien sûr une question qui, pour un rabbin, est une question un peu, je dirais, tarte à la crème, parce que tous les rabbins l'ont entendu 1000 fois. On nous dit comment vous pouvez croire à une vérité religieuse? Est-ce que ça veut dire que vous ne croyez pas à la science? Est-ce que quand on croit au texte, il y a la tradition, forcément on ne croirait pas à la science? C'est cette question un peu tarte à la crème, un peu schématique, comme si la science représentait une vérité solide et que la tradition, pardonnez du terme, serait du vent. C'est-à-dire quelque chose qui ne serait pas du tout, qui ne s'inscrirait pas dans la solidité. Et moi, je ne compte pas le nombre de fois où je m'étonne de cette question, où on me demande est-ce que vous croyez plutôt aux traditions religieuses ou plutôt à la science? Pour moi, c'est un petit peu comme si on me demandait est-ce que vous croyez plutôt à la poésie ou aux mathématiques? Est-ce que vous croyez-vous plutôt à Baudelaire ou à Galilée? Je ne veux pas répondre à cette question. Bien entendu, nos vies s'inscrivent dans un interstice d'univers et de monde. Et d'ailleurs, la pensée hébraïque croit beaucoup à la force des interstices. C'est même comme ça qu'on appelle l'intelligence. L'intelligence en hébreu, bina, ça vient d'une racine, bein, levein, ça veut dire entre les deux. On est intelligent, en français aussi d'ailleurs, inter, legere, l'intelligence, c'est la capacité à vivre entre des mondes. Et donc la vérité d'un point de vue religieux n'est pas inconciliable avec la vérité scientifique. Au contraire, la tradition juive nous invite à penser cet entre-deux. Mais ces questions, elles se font encore plus tendues au moment où on parle de certains passages de la tradition. Par exemple, le moment clé du calendrier juif où bien souvent nous est posée la question de la vérité et de la croyance en la vérité des textes, c'est pas au moment de Shavuot, c'est au moment de Pessah, bien souvent. Tous les ans, à Pessah, quand on raconte la sortie d'Égypte, vous pouvez être sûr que dans les journaux juifs, en général, moi je sais quand j'habitais en Israël, c'était vraiment une tarte à la crème journalistique pour le coup, tous les ans sortait un article pour expliquer que les Hébreux n'étaient pas sortis d'Égypte, parce que s'ils étaient vraiment sortis d'Égypte, si c'était une vérité, ça se saurait. Les archéologues auraient retrouvé des traces, ils auraient laissé des poubelles dans le désert, on aurait creusé, on aurait trouvé des boîtes de conserve. C'est pas possible, qu'on n'ait rien trouvé, c'est bien la preuve que les Hébreux ne sont pas sortis d'Égypte. Alors c'est intéressant parce que il y a des midrashim, des légendes rabbiniques, qui couvrent un peu cette problématique de vérité. Par exemple, il y a un midrash que moi j'adore qui dit qu'une des 12 tribus, dans la traversée du désert, avait comme responsabilité de ramasser les détritus derrière eux, ce qui permettait de ne pas laisser de traces dans le désert, et donc ce qui explique cette vérité scientifique. Bien entendu, c'est un midrash totalement apologétique, mais extraordinaire, mais qui ne doit pas occulter le fait qu'en réalité, ce que nous savons, nous, quand on pense à la tradition juive, c'est que la notion de vérité et la notion de réalité ne sont pas la même chose. C'est-à-dire que ce que nous racontons, la sortie d'Égypte, les 10 plaies qui s'abattent sur l'Égypte et la traversée du désert, ne disent peut-être pas la réalité historique, mais peuvent dire la vérité. Et qu'est-ce que c'est que cette vérité? Cette vérité, c'est quelque chose qui transcende l'histoire, puisque la preuve, on continue à se raconter cette histoire comme étant pertinente, en disant à la fois nos ancêtres sont sortis d'Égypte et nous sortons d'Égypte. Donc on énonce une vérité qui transcende un moment historique et une simple réalité pour raconter quelque chose qui reste pertinent à travers le temps.
Et juste un dernier point, parce que je suppose que j'ai dépassé mes 5 minutes, c'est qu'en fait, cette notion, elle porte un nom. La différence entre, pour moi, la réalité et la vérité dans la tradition juive, elle porte un nom que vous connaissez sans doute, qui est la question du zecher. Vous savez, le zecher, c'est le souvenir ou la mémoire. On dit dans nos prières que tel ou tel événement est zecher l'Etziat Mitzrayim, un souvenir de la sortie d'Égypte, ou zecher le Maaseh Bereshit, un souvenir de la création du monde. Mais ce mot de zecher, il ne veut pas seulement dire mémoire en hébreu. Il a donné le mot zachar, qui veut dire le masculin. En fait, la racine du mot zecher, c'est la capacité d'ensemencer, de fertiliser. Et en fait, la mémoire juive, qui a tout à voir avec la vérité de notre histoire, c'est que les événements du passé et les histoires que l'on se raconte, même s'ils ne sont pas la réalité, sont une vérité dans la mesure où ils peuvent ensemencer le présent. Quand le passé peut ensemencer par le récit le présent, alors il y a pour nous un avenir. Merci Delphine Horviller. On va passer peut-être au deuxième moment qui sera... Alors à la fois je vous laisse la liberté de réagir peut-être sur des choses qui vous ont intéressé dans le propos des participants, mais en même temps essayer d'orienter donc vers le débat, vers notre deuxième moment. Vous avez tous insisté sur ce paradoxe de la vérité. D'abord qu'il n'y a pas une vérité, ça c'est bien certain, mais des couleurs de la vérité, des incertitudes, et en même temps avec quand même un fond de stabilité. Vous avez parlé des philosophes du soupçon qui ont martelé très sérieusement les statuts de la vérité, mais sans jamais casser l'importance du cadre, d'un cadre minimum. Cher Arnaud Munich, vous avez aussi insisté sur le fait que voilà, il y a des démonstrations dans la science, il y a énormément d'incertitudes, mais que quand vient le moment d'en faire un usage, se pose quand même l'importance d'un socle minimal. Et cher Delphine Horviller, vous avez aussi insisté sur le fait que Emet était relié à Amen, et que Amen, ça fournissait un socle de stabilité pour un discours. C'est-à-dire que même pour un temps précis, même si ce temps se complexifie dans le temps, il y a la nécessité d'une stabilité minimale pour pouvoir entrer en relation avec l'autre. Alors, avec ces points communs, donc ce paradoxe entre incertitude et quand même un fond de stabilité nécessaire, se pose la question de la post-vérité. Il semble que ce cadre minimum qu'on est prêt à complexifier, soit même remis en cause aujourd'hui au nom peut-être pas d'une théorie du mensonge, mais simplement d'une négation de l'importance de ce cycle minimum, aller dans un relativisme absolu. Donc comment par rapport, alors double aspect dans la question, comment dans votre pratique vous ressentez ce danger éventuel de la post-vérité? Et puis j'aimerais poser la question, est-ce qu'on est dans une époque nouvelle, ou est-ce que c'est la même vieille histoire finalement depuis le fond des temps? La possibilité du mensonge existe, la possibilité de n'avoir recours qu'à la séduction du langage existe au détriment de la vérité, seul l'impact importerait. Est-ce qu'on est dans cette histoire classique, ou est-ce que la post-vérité signale vraiment un moment curieux, étonnant, peut-être dangereux de notre modernité ou post-modernité, ou même ce petit fil ténu de stabilité qui nous tenait quand même un peu tous ensemble et qui semble être important pour le bien commun, eh bien disparaît à ce moment et nous laisse sans socle. Voilà un petit peu le sujet sur lequel j'ai envie de vous orienter dans ce deuxième moment. Alors, je dirais oui, dans le... Alors peut-être 2-3 minutes chacun, parce qu'on a envie de profiter aussi des questions, donc de manière relativement brève. Alors moi, je pense que ce que nous appelons la post-vérité, avec toutes les précisions qu'il faudrait apporter au préfixe post, qui ne désigne pas simplement une succession dans le temps, mais au fond quelque chose qui est de l'ordre de la rupture. Je pense que ce n'est pas, au fond, le nouveau visage d'un très vieil avatar. Par exemple, bon, vous avez rappelé que l'argumentaire aussi que la post-vérité, elle était apparue dans le dictionnaire d'Oxford parce qu'il y avait eu un nombre d'occurrences incroyables après le Brexit et l'élection de Trump. Et à ce moment-là, il y a eu des gens pour dire « oui, mais bon, qu'est-ce que c'est ? C'est le mensonge en politique, ça n'est pas autre chose qu'une très vieille histoire qui est le fait que les politiques mentent. » Oui, mais il y a une différence fondamentale entre le fait... D'abord parce que quand les
si je reprends cette question de la politique, quand les politiques mentent, quand on dit par exemple qu'on va envahir l'Irak parce que l'Irak dispose d'armes de destruction massive, on arrive après à démentir ce mensonge. Et le mensonge en tant que tel, il n'abolit pas la vérité. Il la dissimule, il la travestit, il l'occulte, tout ce que vous voudrez, mais le menteur, c'est celui qui, d'une certaine façon, sait qu'il ne dit pas la vérité, puisqu'il ment. Bon. Or, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, avec cette question de la post-vérité, qui déborde de beaucoup, selon moi, la question des réseaux sociaux et des fake news, parce que ça, c'est un vecteur seulement. Ce qu'il y a d'absolument, de très inquiétant et de très dangereux, c'est que nous vivons une époque d'indifférence à la vérité. C'est-à-dire que le vrai, la distinction entre le vrai et le faux, le partage entre le vrai et le faux, quelles que soient ses modalités, puisqu'on a parlé de la grande marge d'incertitude qui existait, qui est absolument fondamentale, entre, Aristote déjà parlait du vraisemblable, entre le vrai et le faux, il y a le vraisemblable. Il y a des domaines où on ne peut pas se livrer à des démonstrations scientifiques. Et il n'y a pas de vérité scientifique applicable absolument à tous les domaines, ni à la loi morale, ni à la politique, par exemple. Bon. Alors, ce à quoi nous assistons maintenant, c'est à l'ébranlement, je pense, de ce que nous avons tous les trois souligné, qui est que cette exigence ou d'une norme universelle à laquelle on se réfère, et qui a un rapport, effectivement, pas simplement avec le contenu de la vérité, même de la vérité scientifique, mais qui a un rapport fondamental avec la possibilité d'échanger, de partager le monde commun. Delphine Orviller a parlé de la crédibilité, de la confiance. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut vivre ensemble dans un monde où on présuppose à l'avance que n'importe qui dit n'importe quoi? C'est-à-dire, c'est même à la limite, je dirais, la notion d'échange, la notion de partage, la notion de coexistence qui devient absolument impossible. Donc, il y a là quelque chose qui est très différent, au fond, du mensonge, et dont, effectivement, alors, qui relève, selon moi, d'une crise beaucoup plus large, qui est à la fois une crise de l'autorité, une crise politique, une crise très fondamentale de la démocratie comme partage du monde commun, et qui, selon moi, ne peut pas, absolument pas être... la post-vérité, ce n'est pas le règne du mensonge généralisé, c'est le triomphe de l'indifférence au vrai, et donc de la disparition de ce qu'on pourrait appeler la transcendance du vrai. Voilà. Vous ouvrez effectivement la question de savoir peut-être comment lutter, comment faire une sorte de réparation de ça. J'ai nul doute que dans la troisième partie, on abordera. Cher Arnold Munich, dans votre domaine, peut-être aussi la vérité scientifique, quand bien même perclue d'incertitudes, a subi de fortes secousses. Comment vous voyez cette notion de post-vérité? Je voudrais, pour répondre à Yann, et dans la suite de ce que vous venez de dire, madame, je me demande si cette indifférence à la vérité, cette indifférence au vrai, ou cette exigence de normes, vous avez utilisé cette expression, est-ce que c'est pas plutôt une intolérance à la pluralité des réponses? Parce que ça revient, au fond, à ne pas pouvoir admettre la pluralité des réponses. Et je voudrais, dans cette soirée de Shavuot, vous révéler un scoop, c'est que le génome, c'est comme la Torah. Il y a une polysémie du texte hébraïque et il y a une polysémie du texte génétique. On peut rentrer dans la Torah, sortir quand on veut, chercher une information décisive très loin d'un chapitre bien précédent, et puis se retrouver avec des morceaux qui sautent et un sens qui va être tout à fait différent selon qu'on inclut ou qu'on exclut. Il n'y a pas de ponctuation dans le génome, pas plus que dans la Torah. Donc on peut rentrer et sortir du génome, rentrer et sortir d'une lecture de Torah exactement de la même manière. Vous êtes un rabbin du génome. Non, mais c'est à peu près, oui, c'est ça. Mais de sorte que, en fait, la science joue avec nous comme le chat joue avec la souris. Et si on a une exigence de normes, on se fera toujours avoir.
Parce qu'on est incapable de faire le tour du champ des possibles, avec cette polysémie, soit de l'hébreu, soit de matériel sur lequel je travaille, qui est le génome. Donc on n'aura jamais fait le tour, et c'est peut-être à cela que nous sommes intolérants, à notre incapacité, notre impuissance à surmonter cette frustration qui est la pluralité des possibles. Là, vous parlez je ne sais plus qui a dit ça tout à l'heure, mais le présupposé absolu que le rabbin sait, que le scientifique sait, oui, que le philosophe sait. On a tous besoin d'imaginer que quelqu'un sait, quoi. Oui. C'est ça qui est le... Et en fait, je ne sais pas. L'année prochaine, on va vendre ces t-shirts. Voilà, je pense que... Chère Delphine Horviller, comment vous analysez effectivement cette montée, alors pire que la classique possibilité du mensonge, de l'instrumentalisation en politique, etc., mais d'une sorte effectivement d'indifférence au vrai, comme si ça n'avait même plus d'importance de dire n'importe quoi. Donc, est-ce que vous l'analysez, enfin, est-ce que vous le voyez particulièrement dans vos rapports, et comment vous analysez à quoi vous attribuez cette crise en quelque sorte de la vérité? D'abord, je voudrais rebondir sur ce que Arnold Munic vient de dire. S'il est un rabbin du génome, moi, je voudrais qu'on soit des généticiens de la Torah. Alors, en fait, si j'étais généticienne de la Torah, moi, en fait, je crois que je m'intéresserais particulièrement, et c'est vrai que ça m'intéresse depuis des années, à la question épigénétique de la Torah. C'est l'épigénèse de la Torah. Alors, pour ceux qui ne savent pas, peut-être parmi ceux qui nous écoutent, ce que c'est que l'épigénétique, alors j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises à côté d'Arnold Munic, mais très simplement, l'épigénétique enseigne que dans des contextes particuliers, le génome ne va pas exprimer la même chose. C'est-à-dire tout simplement votre génome, s'il fait froid ou s'il fait chaud, si vous avez mangé telle chose ou telle autre chose, si vous avez telle expérience de vie ou une autre, eh ben, les protéines qu'il va produire, la façon dont ce génome va s'exprimer ne sera pas la même parce qu'il y a une épigénèse qui diffère. Et en fait, ça c'est un principe clé dans l'exégèse rabbinique. C'est-à-dire que vous avez un texte, effectivement sans voyelles, etc., qui est lu dans un contexte du Moyen-Âge, par exemple par Rachi à l'époque des croisades, et qui, bien entendu, ne peut pas être interprété de la même manière par Maïmonide en Espagne au XIIe siècle, et sûrement pas par un rabbin qui vit à Manhattan au XXIe siècle. C'est l'épigénétique que tout rabbin doit accepter. C'est le poids de l'environnement sur la lecture. Absolument, le contexte fait que la lecture ne pourra pas être la même. Et donc, ça, c'est compliqué parce qu'on entend bien, ça va créer des lectures. On utilisait tout à l'heure le mot de visage, des visages très différents de la vérité, parce que dans tel et tel contexte, il ne sera pas le même. Alors, pour revenir à la question du fake news, moi, quand on pense fake news, moi, me vient tout de suite à l'esprit un épisode, c'est peut-être le cas d'autres personnes, je repense au moment de l'installation au pouvoir de Donald Trump. Vous vous souvenez de ce jour-là où effectivement, il publie une photo qui est en fait un petit coin de la place devant la Maison-Blanche, où il y a plein de monde, et Donald Trump écrit dans un tweet, il écrit « Il n'y a jamais eu autant de monde à une intronisation de candidats américains ». C'est l'époque où Donald Trump, ça a duré longtemps, tweetait beaucoup, ça donnait lieu à... Il y avait même eu, je fais une petite parenthèse, il y avait même eu un logiciel qui permettait de créer des faux tweets de Donald Trump. Ça, vous pouviez rentrer un texte et apparaissait une fausse image de Donald Trump. Et moi, le jour de l'élection de Donald Trump, il se trouve qu'il y avait un office de Shabbat ici à la synagogue, et j'ai produit un faux tweet disant... de la part de Donald Trump, « Désolé, je ne pourrai pas assister à l'office du MJLF à Beaugrenelle ». Et des gens m'ont dit « Mais c'est incroyable qui t'ait écrit ça le jour de son intronisation ». Je me suis dit qu'on allait déjà très très loin dans la naïveté des uns et des autres. Toujours est-il que ce jour-là, Donald Trump dit « Il n'y a jamais eu autant de monde à une intronisation ». À ce moment-là, il y a une autre photo qui est publiée où on voit la place dans son entièreté. Elle est beaucoup plus vide que d'habitude, donc finalement, la vérité était autre. Mais on comprend bien que la problématique du fake news ou de la post-vérité, c'est qu'en fait, elle suggère qu'un point de vue, littéralement sur la situation, en fait, dit le tout de la situation. En fait, cette idée que mon point de vue, c'est-à-dire que là, je vous vois de telle manière, je vous regarde de cette manière, fait comme si j'étais incapable de penser que si je bougeais d'un mètre, si je m'éloignais ou si la photo était un peu plus large, je verrais une autre réalité. En fait, le fake news, c'est prendre le petit bout de la lorgnette ou un point de vue pour le tout. Prendre une partie pour le tout, dans la tradition juive, ça porte un nom très particulier, un nom que vous connaissez tous, ça s'appelle l'idolâtrie. En fait, l'idolâtrie, c'est ça. C'est quand on prend une partie de quelque chose et qu'on considère que c'est le tout
de la vérité. Et ça, c'est intéressant parce que l'idolâtrie, c'est vraiment ce contre quoi la religion hébraïque, biblique et juive ensuite s'élève. On tente de ne pas être idolâtre. Et la façon dont on définit l'idolâtrie, c'est à partir d'un verset de la Bible qui dit « Elohim asecha lo ta'aselecha » tu ne te feras pas un Dieu Masecha, un dieu de masque. Qu'est-ce qu'on entend par là? Tu ne te feras pas un dieu de masque. En fait, Masecha, c'est un masque moulé dans du métal. Et en fait, la tradition biblique nous dit attention, il faut surtout prendre garde à ce que ton Dieu n'ait pas un visage moulé dans du métal, c'est-à-dire un seul visage. On en revient à la problématique du visage. En fait, on ne peut concevoir le divin, nous, que si on conçoit qu'on n'en aperçoit toujours qu'un petit peu, mais que si on change de point de vue, d'autres visages pourraient nous apparaître. Une multiplicité des visages, le mot visage n'existant qu'au pluriel, d'ailleurs en hébreu. L'idolâtrie, c'est le visage unique, c'est le visage non changeant, peut-être qui est le contraire de la définition que donnait Kafka tout à l'heure. Et tout le paradoxe est là, c'est que la tradition juive dit, oui, il y a des points de vue différents. Au Moyen-Âge et à Manhattan, on ne lit pas la Torah de la même manière, mais on peut les lire de façon différente si on a l'humilité de savoir que notre lecture n'est qu'une lecture possible dans un contexte particulier. Merci. Ça nous amène directement un peu au troisième moment et on prendra le temps aussi de prendre bien sûr quelques questions sur ce moment particulier de révélation, encore que révélation ne fasse pas vraiment partie du vocabulaire de la tradition juive. On parle de Matan Torah. Finalement, Dieu ne se révèle pas. C'est pas une révélation personnelle, intime, psychologique, enfin d'un quelconque phénomène mental. C'est simplement Dieu nous donne un texte, il nous demande de devenir lecteur, alors soit épigénétique de la Torah ou rabbin du génome ou peut-être, pourrait-on dire, que Héraclite ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve de la Torah, je ne sais pas, pour essayer de mélanger un peu les domaines différents. De quelle vérité au pluriel, enfin de quel style révèle justement cette donation d'un texte par rapport aux notions de la vérité que vous avez développées? En fait, c'est une façon différente de revenir un petit peu à que faire de ce titre vérité transcendante qu'on n'aime pas trop. C'est sûr qu'on a bien compris que vous avez transformé d'ailleurs la question en parlant de transcendance de la vérité, du vrai. Et donc, est-ce que ce moment de Shavuot, ce face-à-face, ces panim el panim, nous font goûter, nous font toucher autre chose que la vérité auquel on a rapport chacun dans nos activités? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus ou de différent peut-être dans ce texte? Ou est-ce que c'est une question qui n'a pas lieu d'être aussi? Seront peut-être... Écoutez, oui, moi je trouve que j'aime bien la façon dont vous avez orienté la question, parce que cette idée et là je parle du point de vue philosophique, hein, l'idée qu'un texte nous est transmis, quel qu'il soit, la Torah ou bien un texte philosophique, je dirais que ça nous oriente vers la recherche du sens, plutôt que du côté d'une vérité qui aurait un contenu immuable. Pas de sens, alors, non pas du tout qu'il y ait un sens ultime ou univoque, mais ça signifie ni absence de vérité, ni absence de sens. Et c'est toute une théorie de la lecture qu'on peut engager ici. C'est-à-dire qu'effectivement, un texte est produit. Après, il y a une infinité de lectures interprétative, ce qu'on appelle l'herméneutique. Il y a l'intention de celui, je parle du texte philosophique, il y a l'intention de celui qui écrit, il y a la lecture de celui qui lit, il y a les circonstances de la production du texte, intellectuel, historique, et puis il y a tous les bouleversements successifs de la réception du texte, et cette réception, elle n'est jamais passive. C'est jamais de la réception pure et simple. Et c'est-à-dire qu'au fond, je dirais, pour élargir un peu les choses, que chaque génération réinterprète le monde où elle se découvre, et que les paroles et les écrits ne répondent à des questions qu'en soulevant de nouvelles questions. Et je voudrais ici, je vais penser à propos de cette lecture à cette très belle phrase de Ricoeur, que j'aime beaucoup, où Ricoeur, parlant
à la fois de la réception du texte et de la rencontre des générations, du rapport au monde, dit nous survenons en quelque sorte au beau milieu d'une conversation qui est déjà commencée et dans laquelle nous essayons de nous orienter afin de pouvoir à notre tour apporter notre contribution. Et j'aime bien cette idée que le don d'un texte nous engage dans une conversation infinie avec celui ou avec ceux qui donnent, avec celui, avec ceux, avec celles qui reçoivent, et avec les générations futures. Et là, je suis tout à fait d'accord avec cette idée que, au fond, cette réception, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'avenir si le passé ne nourrit pas le présent, et avec les générations futures qui le transformeront à leur tour. Voilà, c'est ça pour moi, lire un texte. Conversation infinie, effectivement, voilà. Beau, joli programme. Cher Arnold Munich, qu'est-ce que, pour vous, cette donation d'un texte vient apporter de plus à nos existences Vous allez encore dire que je suis un rabbin du Génome ou un généticien de la Torah, je sais pas. Mais pour moi, Shavuot est associé à la notion de Teshuvah aussi. Je crois que c'est l'anniversaire de la naissance de David. David, c'était la prière, c'était la Teshuvah, c'est lui qui avait pris sur son dos tous les péchés de Moab. Donc c'est pas rien, quoi. La Teshuvah, c'est-à-dire que je m'interroge, je fais machine arrière. C'est une réflexion, c'est une nuit d'études et de mise en garde aussi sur toutes sortes de dérives qu'on a pointées ce soir. Mais au fond, c'est une prière pour essayer de demander à Dieu de l'aide pour ce qu'on a à faire. Et l'aide que je sollicite, c'est d'arriver à... Je n'ai pas parlé des fake news, et je voudrais vous dire un mot des fake news, parce que, justement, les faux prophètes, il y en a plein dans la science. Des ghostwriters, comment on dit, des nègres, entre guillemets, mais qui prennent une information, qui la triturent, qui la détournent, et qui l'instrumentalisent, au fond, à des fins mercantiles. Donc, la science, elle est aussi... elle doit être sanctuarisée, elle doit être protégée. Et elle doit être protégée en particulier des instrumentalisations et des lois du marché. Et pourtant, malheureusement, on est là-dedans. Les tests génétiques, MyHeritage, 23andMe, et tous ces marchands de rêves qui, en fait, ne font que en réalité, rouler l'opinion, et ce sont des abus de confiance. Donc, aussi, la Teshuvah, c'est revenir sur les fondamentaux qui sont la recherche infatigable de la vérité et la dénonciation des faux prophètes. Merci beaucoup. Avodah Zarah, c'est exactement ce que tu as dit. Chère Delphine, oui. que vient ajouter, parce que toutes les fêtes traitent d'une manière différente, effectivement, de la vérité, de ce amen, d'une vérité plurielle, d'une lecture infinie. Que viendrait signifier Shavuot de particulier ou de plus, ou de particulier, en tout cas, par rapport à toutes ces... Finalement, vous avez l'un et l'autre parlé de cette notion de conversation, soit avec des générations passées, soit une conversation avec les temps de notre histoire, qui est exactement la définition de la Teshuvah, pouvoir être en conversation avec notre passé pour changer au présent notre avenir. Et c'est vrai que la fête de Shavuot, c'est la quintessence de ça. Vous savez que les midrash le plus célèbre, la légende rabbinique la plus célèbre sur ce qui s'est passé au Mont Sinaï, c'est qu'on raconte qu'était présent la génération à cette époque de ceux qui étaient sortis d'Égypte, qui arrivaient au Mont Sinaï, mais on nous dit, attention, étaient présents au Mont Sinaï toutes les générations à naître. Ça veut dire qu'on crée un moment ahistorique ou suprahistorique où on dit nos ancêtres étaient présents, mais nous étions présents, nous, âmes à venir. Donc ça crée une jonction entre les différents temps de l'histoire et ça permet d'un peu mieux comprendre le paradoxe du Matan Torah, qui est le paradoxe de la loi écrite et de la loi orale donnée simultanément. Alors c'est un sujet passionnant que tu as traité magnifiquement, notamment dans l'éloge de la loi, mais cette question paradoxale de comment c'est possible qu'on ait eu en même temps une loi écrite et une loi orale donnée ce jour-là, avec ce paradoxe insoluble qui dit qu'au Mont Sinaï, tout a été donné, c'est-à-dire tout ce qu'un élève un jour exposera devant son maître a déjà été donné au Mont Sinaï, et pourtant on attend de chaque génération un chidouche, un renouveau de sens. Et ça c'est incompatible. Soit tout a été donné au début et tout a été dit,
soit on attend qu'il y ait de la nouveauté dans l'histoire. Et ça, c'est un insoluble qui a à voir avec le dialogue intergénérationnel. À quoi ça sert, ce dialogue intergénérationnel? Je voudrais finir avec un tout petit midrash que j'ai déjà raconté, mais moi, c'est de loin mon midrash préféré, la légende rabbinique que je préfère au sujet du mont Sinaï. C'est une légende qui dit que lorsque l'Éternel a voulu donner la Torah au mont Sinaï, avant d'énoncer les 10 commandements, on raconte qu'il aurait demandé aux femmes enceintes de monter en haut de la montagne. C'est un midrash pour généticiens et pour gynécologues et obstétriciens. On raconte que donc les femmes enceintes sont montées en haut du mont Sinaï à 9 mois de grossesse. Ça ne doit pas être simple, on escalade. Et une fois arrivées en haut, il se serait passé quelque chose digne de la 4e dimension. On raconte dans le midrash que le ventre des femmes enceintes serait devenu transparent comme un aquarium. Et alors l'Éternel se serait adressé au fœtus dans le ventre des femmes enceintes en énonçant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte », et en se tournant vers les fœtus, en disant « Tu ne voleras point ». Et les fœtus ont dit « Non, non, non ». « Tu ne tueras point ». « Non, non, non ». « Tu ne commettras point l'adultère ». « Non, 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 non ». Voilà, on énonce comme ça les 10 commandements aux fœtus. Et qu'est-ce que vient raconter ce midrash étrange? Ça vient nous dire qu'en fait, la Torah n'a pas été donnée à nos ancêtres. Elle a été donnée aux générations à naître. Et si nous étions présents au mont Sinaï, ça veut dire que la Torah ne nous a pas été donnée. Elle a été donnée à nos enfants à travers nos ventres transparents. Et ça crée un autre rapport au temps. En fait, on est là pour que les générations futures assistent au Matan Torah. Merci beaucoup pour vos conversations au pluriel. On a eu un petit bout de conversation infinie justement à travers nos interlocuteurs. Alors il y a beaucoup de questions. En fait, ce ne sont pas tellement des questions, ce sont plus des remarques. Donc on va peut-être terminer puisqu'on a pris un petit peu de retard avec ces très belles évocations dans vos propos finaux. Cette conversation infinie basée sur Ricoeur, la recherche de sens, une recherche gratuite. Cette belle idée aussi que Shavuot est un temps de teshuva où on retourne à une certaine modestie, la modestie de l'étude. Et puis c'est vrai, on le dit pas assez souvent, mais c'est ce côté gratuit de la Torah. On vit dans un monde effectivement où tout est quantifié, tout est monétisé. Et cette teshuva, ce retour vraiment à l'humble lecture non quantifiable, etc., c'est un aspect aussi tout à fait intéressant. Et puis cette promesse infinie du fœtus, effectivement, de cette génération qui veut dire que nous ne sommes pas encore nés. On nous demande toujours pourquoi le Talmud commence toujours par un beit, par la lettre beit. On commence toujours par une deuxième page dans le Talmud. Il n'y a jamais de première page, tout simplement pour nous montrer qu'on n'a pas encore commencé à étudier. Et c'est effectivement cette belle idée que la Torah ne nous est pas encore donnée et qu'on l'espère et qu'elle est en quête. Et ça donne un infini espoir, effectivement. Merci pour cette conversation infinie, cette polyphonie du Sinaï auquel nous avons assisté grâce à vous. Chag Shavuot Sameach, chers amis. J'allais dire la vie continue, évidemment, la nuit continue. À très bientôt.